Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro politique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dossier sensible qui vous interroge pour échanger votre quotidien et suscite aussi de nombreux débats dans les rangs politiques. Il s'agit de l'ouverture à la concurrence des TER dans notre région. On en parle tout de suite avec nos invités. « 6 000 voyageurs en moyenne empruntent chaque jour les TER du réseau limousin. Des voyageurs qui pourraient voir leurs habitudes bouleversées à partir de 2027. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, a en effet réaffirmé en séance plénière le 17 octobre dernier sa volonté d'ouvrir prudemment et progressivement les TER à la concurrence. La SNCF pourrait donc ne plus être l'opérateur unique des trains express régionaux dans la région. Pour en parler autour de la table, Jean-Louis Pagès, conseiller régional Europe Écologie Les Verts, Thibaut Bergeron, conseiller régional PS, représentant donc de la majorité, Benoît Lematelot, représentant cheminot de la CGT, Christian Brocaré, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Nouvelle-Aquitaine, et enfin Guillaume Guérin, conseiller régional LR et président de Limoges Métropole. Bonjour à tous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour démarrer, on va donc revenir sur cette annonce du président de la région, Alain Rousset. Concrètement, à partir de 2027, des trains aux couleurs de Transdev, la RATP ou encore d'autres opérateurs privés pourraient circuler sur les rails de la région. Alain Rousset anticipe donc l'obligation légale puisqu'il aurait pu attendre jusqu'en 2033. Ce n'est pas un peu très prématuré, Thibaut Bergeron ? Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier d'organiser cette réunion. Moi, je suis évidemment conseiller régional, mais je suis aussi un usager régulier des TER et du train. Et nous, à la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons vraiment à cœur d'avoir une offre de service public de qualité. Aujourd'hui, la réalité est la suivante, c'est que nous n'avons pas une ouverture à la concurrence immédiate, puisque nous allons reconventionner avec la SNCF pour plusieurs années. La date n'est pas encore fixée, d'ici la fin de l'année 2023. Donc on aura une ouverture qui se fera dans plusieurs années. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a plusieurs possibilités. Le choix que nous faisons avec Alain Rousset, c'est d'ouvrir progressivement, prudemment, de mettre tous les acteurs concernés, quels qu'ils soient, les usagers, les cheminots, les entreprises, autour de la table pour travailler ensemble, pour s'écouter, pour discuter, pour avoir une offre qui est pertinente de service public et qui permet de respecter et d'améliorer le service rendu aux usagers. Et nous, on est vraiment très attentifs à ce que la loi nous oblige, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, cette ouverture à la concurrence, elle est imposée par la loi. Et donc, on prend des responsabilités, et en responsabilité, on est dans une logique de dialogue pour une ouverture qui sera prudente et qui sera progressive et adaptée et à l'écoute de tous. Alain Rousset évoque de nombreux avantages à cette ouverture à la concurrence. Avant d'en débattre avec vous, messieurs, je vous propose qu'on l'écoute. Nous l'avions interrogé à l'issue de la séance plénière du Conseil régional le 17 octobre dernier. Les avantages, c'est une augmentation considérable de l'offre, puisque sur les lots qui ont été attribués en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est entre le doublement des services et 75%, ce qui est proposé par la SNCF. Et sur le coût, c'est une baisse entre 30 à 70%. Donc voilà, c'est positif et c'est toujours le service public. Plus de trains, une baisse des coûts. Guillaume Guérin, c'est une bonne chose selon vous, cette ouverture à la concurrence ? Alain Rousset rappelle quelque chose de très juste. C'est la loi LOM, c'est la loi sur l'orientation des mobilités, c'est une loi qui a été votée en 2019. Il fait le choix d'ouvrir les lignes à la concurrence à compter de 2027. Il aurait pu attendre 2033 et il y a des gens sur ce plateau qui vont sans doute s'exprimer à ce sujet. La vraie question, c'est quel sera le service offert en termes ferroviaires à nos concitoyens à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine une fois cette mise en concurrence effectuée. Parce qu'il faut rappeler que la région est découpée en 4 lots. Un lot Limousin, un lot Poitou-Charentes, un lot Étoile ferroviaire de Bordeaux qui va jusqu'à Mont-de-Marsan et un lot Sud-Région, c'est-à-dire Pau, Bayonne et Biarritz. Quel lot sera mis en concurrence ? Il semble qu'on se dirige vers le lot Poitou-Charentes, c'est-à-dire le lot où la région n'est pas propriétaire des rames, puisque Madame Royal, à l'époque, avait fait le choix d'acquérir des rames TER en crédit-bail à des coûts totalement exorbitants et disproportionnés, et il semblerait qu'on se dessine vers une mise en concurrence de ce lot-là. Encore une fois, il appartient à l'exécutif régional de trancher ce sujet.
Maintenant, il y a, et mon collègue Bergeron le rappelait, il y a une discussion qui est en cours avec la SNCF pour une nouvelle convention à compter de 2023 qui va devoir répondre aux attentes de la région. Aujourd'hui, il y a un service qui est rendu par la SNCF qui est insuffisant sur un certain nombre de lignes, tant sur l'entretien en tant que tel de certaines lignes. Vous avez vu des élus, notamment le maire de Saint-Thirier, dont je relais la parole aujourd'hui, sur la ligne Limoges-Brive-Saint-Thirier, ou Saint-Thirier-Brive plus exactement, qui est dans un état absolument délétère. Vous avez le cas de la ligne Limoges-Angoulême, sur lequel les partenaires publics, que ce soit la région ou SNCF Réseau, n'ont pas été au rendez-vous dans l'entretien de ces structures. Et puis vous avez l'offre en tant que telle, avec une dégradation du service, et nous serons, nous, très attentifs au lot qui serait mis en concurrence, puisque je pense qu'il n'est pas tout à fait vu de la même façon pour les opérateurs, une mise en concurrence sur des lots rentables, à savoir l'étoile ferroviaire de Bordeaux, ou le lot limousin, bien évidemment. Jean-Louis Pagès, vous voulez réagir peut-être ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs choses. La loi, effectivement, si on parle avec Karima Delli, qui est la présidente de la Commission des Transports Union européenne, on voit bien qu'en fait, l'obligation de prendre cette décision, c'est qu'à partir de décembre 2023. Et d'ailleurs, on a affaire en fait à un choix qui est purement idéologique. On voit clairement d'ailleurs les positionnements entre les régions très à droite, comme celle de M. Muzilepaca, et les régions qui sont à gauche. Et c'est un choix idéologique qui est très critiquable, parce que d'abord, il n'y a aucune urgence, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas la loi qui impose de le faire maintenant. Et deuxièmement, ça part d'un principe qui est battu en brèche par tous les exemples, qui serait que privatiser un service public, ça améliore la qualité de service et ça diminue les coûts. Toutes les expériences montrent que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, les gens qui nous écoutent savent bien, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les autoroutes, que ce soit même pour les EHPAD, où là, quand les gens sont complètement dépendants, ça n'apporte absolument pas un bon service. Et je vous expliquerai pourquoi. Il y a une logique du coût qui est la logique des usagers. Benoît Le Matelot, vous aussi, vous êtes fermement opposé à ce projet. Opposé, et je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'on n'est pas... Alors on parle d'ouverture à la concurrence, on est sur un transfert de monopole, de public vers privé. Une ouverture à la concurrence, ça veut dire que l'usager, après, il a le choix. Là, clairement, on n'aura pas le choix. C'est comme l'eau à la maison. Moi, si dans ma commune, c'est la SOR, c'est la SOR. Je ne peux pas aller en régie publique, et ça, là-dessus, on n'a pas le choix. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur le coût, aujourd'hui, on le voit clairement que là où il y a eu des explosions d'ouverture du marché, le cas de l'énergie, le cas de l'énergie est hyper révélateur dans la période. On a pu le voir notamment sur Limoges Métropole avec les délégations de services publics sur la piscine. En gros, le délégataire, il dit moi je tiens plus, je ferme tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'étranger, notamment en Allemagne, avec des prestataires privés qui avaient pris des marchés. Il y a eu Abellio, donc filiale de l'entreprise publique néerlandaise, Keolis, filiale de la SNCF, qui disent nous on arrête. Et c'est quasiment du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est l'opérateur historique public qui reprend la main le temps de faire des choses, parce qu'au final, il y a un moment, qui a l'air insolite, c'est le public. Donc nous, on y est opposé là-dessus, et il y a un moment, c'est pas possible d'aller sur ces arguments-là. Alors, il y a la loi, c'est une chose, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, et la loi, c'est quand même des députés comme M. Rousset qui l'ont voté, la loi. Donc, à un moment, il assume, c'est le résultat de ce qu'il a voté, donc c'est pas trop incohérent qu'il aille là-dessus. Voilà, donc ça, c'est... Christian Brocari, vous, ce qui vous intéresse, c'est la qualité des services pour les usagers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je vous remercie de donner la parole aux usagers par l'intermédiaire de l'AFTOT, parce que ce n'est pas habituel, parce que généralement, c'est des dossiers qui sont traités un peu de façon politique. Un usager, de toute façon, alors déjà, c'est un usager, ce n'est pas un client. Parce qu'il faut bien faire la différence, parce qu'on est usager d'un service public, on ne paye jamais réellement le coût du service. En Nouvelle-Aquitaine, les TER, on paye de l'ordre de 25%. Donc, ce sera à la collectivité élue de décider des augmentations des coûts ou pas. Et après, moi, je fais quand même toujours une petite référence. C'est ouverture à la concurrence, ce n'est pas privatisation. Le réseau, il restera toujours de toute façon à la collectivité. Et après, de toute façon, les usagers, ils ont l'habitude, même s'ils ne le savent pas, puisque en général, les transporteurs urbains, et même la région déjà, a ouvert à la concurrence, que ce soit sur les transports scolaires et les transports, allez, je vais faire court, entre les anciennes régions. Voilà. Donc, l'usager, lui, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'il a un service fiable et efficace et pas trop cher. Trop cher, ce sera les politiques qui encadreront les prix. Par contre, le reste, c'est l'efficacité. Là, on verra ce que donnera cette nouvelle procédure.
Thibault Bergeron, je crois que vous vouliez réagir notamment sur la privatisation, oui. C'est la grande question. Mais je pense que justement le terme n'est pas adapté, on n'est pas sur une privatisation en tant que telle, parce que ça restera un service public. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui va définir dans son offre de service public les conditions pour justement aller vers cette ouverture. Et d'ailleurs, on ira progressivement. Tout à l'heure, vous évoquiez une urgence à agir. On n'est pas dans l'urgence à agir. La preuve, c'est qu'on prend le temps dans le dialogue, et on a besoin de dialoguer sur ce sujet. On ne peut pas être sur des anathèmes, on doit absolument être dans le dialogue les uns les autres, tous autour de la table. Et c'est pour ça que, à la fois notre président Alain Rousset, notre vice-président Renaud Lagrave, ils sont actuellement en discussion avec les organisations syndicales, ils sont en discussion avec les usagers également. On a besoin d'être vraiment sur ces temps-là pour avoir, au regard peut-être effectivement d'un premier lot qui serait ouvert à la concurrence, des ajustements nécessaires, et pour ne pas être dans la brutalité. Parce que ce à quoi on se refuse, c'est être dans la brutalité, et on le fait aussi en partie pour protéger les cheminots par rapport à ça. On est quand même aujourd'hui face à une instance, une société SNCF qui impose quand même tous ses coûts, qui impose sa façon de voir les choses, et nous on a besoin de pouvoir discuter également. Le deuxième la région point, va garder la main sur les tarifs. Oui, bien sûr, ce sont les conseillers régionaux qui votent effectivement les tarifs. Ça ne changera pas. Il y aura pas. Et puis d'ailleurs, on souhaite aussi, par exemple, avoir toujours des agents dans les trains, avoir des agents au niveau des guichets. C'est ça aussi, avoir un service public de qualité. Donc, on n'est pas dans une privatisation. Et le deuxième. On reviendra après peut-être sur le deuxième point. Vous vouliez réagir sur la hausse des tarifs. Sur la hausse des tarifs, il faut savoir qu'en fait, moi, je dénonce ce qui se passe dans mon entreprise, et la plupart des cheminots le dénoncent. Aujourd'hui, on est victime en fait des stratégies de la direction de l'entreprise SNCF. Et donc, il y a un moment, on peut partager des ça, c'est vraiment le partage. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, sur la hausse des prix, clairement, depuis 15 ans à peu près, on s'est mis en ordre de bataille justement par rapport à l'ouverture à la concurrence, ce qui a fait augmenter à peu près le coût du service de 20 à 30% parce qu'on a tout cloisonné. C'est-à-dire qu'avant, on avait des conducteurs qui pouvaient conduire n'importe quel train si c'était habilité à machine et au réseau. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire du fret, du TER, de l'intercité. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. C'est fini, ils sont TER, ils font du TER. Ils sont intercités, ils font intercité. C'est-à-dire que demain, il y a un accident, on tape un sanglier avec un TER, le conducteur est bloqué, et celui-là, il est bloqué, et celui qui est là disponible pour intercité ne peut pas reprendre ce service-là. Et donc, en fait, on a un conducteur qui est disponible, et un train qui est bloqué, qui va engendrer d'autres trains bloqués, et en fait, on ne peut pas déverrouiller la situation, à moins d'avoir un volume plus important de conducteurs présents. Alors, c'est l'exemple du conducteur, mais c'est applicable dans tous les domaines. Sur PACA, c'est 26% d'augmentation. L'ouverture à la concurrence, ce que dit M. Rousset, là, il n'y a pas une baisse. Il y a vraiment une augmentation. Sur PACA, c'est plus 26% pour le contribuable usager. Alors, certes, après, augmenter le service, augmenter le cadencement et tout ça, aujourd'hui, c'est possible, mais c'est déjà la région qui a la main là-dessus. Hein. Clairement. Je sens que vous voulez réagir aussi. Oui, parce que, attendez, il y a une logique de bon sens. Comme l'a dit monsieur, c'est quoi ? Il y a des usagers. Donc, qui est-ce qui paye ? Une partie, c'est l'usager. L'autre partie, c'est l'argent public. Si vous ajoutez à l'argent public des marges ou des bénéfices pour une société privée, globalement, ma foi, l'addition elle va être plus grande. Et comment on fait pour la rééquilibrer ? Comme ils font en Allemagne maintenant, où ils vont chercher avec Flixtrain des rames qui sont d'anciennes rames tchèques des années 60. Ou alors ils augmentent énormément, comme en Allemagne, le prix des abonnements qui valent 2 fois plus cher. On a comparé, par exemple, parce que c'est intéressant de voir l'Allemagne dont on parle beaucoup. L'Allemagne, par exemple, si vous regardez un trajet comme l'équivalent de Péry-Guebrive, vous avez en gros 70 km, truc comme ça, ça doit être 140 € l'abonnement mensuel. En Allemagne, vous avez une ligne qui est celle qui doit être de Cologne et puis Aix-la-Chapelle, hein, qui sont beaucoup plus fréquentées. Elle, c'est le double. Et ce n'est pas le niveau de vie des Allemands, puisque je vous rappelle que le SMIC en Allemagne, il a à quelques dizaines d'euros les mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la privatisation, contrairement à toute l'idéologie que je vois ici, et qui est bien un vrai marqueur, et je dirai pourquoi tout à l'heure, ma foi, elle amène quoi ? Ou bien à un renchérissement des coûts pour ceux qui l'utilisent, collectivement, ou à une baisse corrélative de la qualité du service. Et c'est pourquoi c'est un marqueur idéologique, parce que croire ça, c'est quand même c'est renversant, et la majorité elle-même de M. Rousset est divisée là-dessus. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, là, il n'a pas de majorité là-dessus, M. Rousset, sauf à aller la chercher auprès de ses alliés ponctuels, les Républicains, et avec M. Guérin. Justement, peut-être Thibault Bergeron, vous voulez réagir là-dessus ? C'est vrai que les élus communistes, notamment, je voudrais rassurer pas cette mesure. M. Pagès, on est sur une majorité qui est saine.
un groupe majoritaire qui est sain. Et oui, on peut avoir des points où on n'est pas d'accord. C'est vrai que sur ce plan-là, effectivement, les communistes ne sont pas sur notre ligne. Et j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus sain comme ça, parce que ça ne nous empêche pas de travailler sereinement sur beaucoup d'autres sujets. Et moi, je travaille au quotidien avec des élus du groupe communiste dans de bonnes conditions. Mais je voudrais juste revenir sur plusieurs propos. Quand même, encore une fois, qu'est-ce que l'on veut ? On veut une ouverture brutale qui se fera au détriment des cheminots, des usagers, ou alors on accompagne progressivement les choses qui s'imposent à nous. Je le rappelle, ce n'est pas la région qui fait la loi, ça reste l'État. Est-ce qu'on veut être sur une ouverture progressive, adaptée, contrôlée ? Et là, on prend nos responsabilités, parce qu'on pourrait aussi nous reprocher de ne pas les prendre. Et on les prend, même si ce n'est pas toujours facile, on les prend quand même. Ou alors, est-ce qu'effectivement, on veut aller vers quelque chose de brutal qui se fera au détriment de tout le monde ? Nous, personnellement, on pense qu'on peut accompagner dans le dialogue ensemble. Voilà. Monsieur Guérin, vous voulez peut-être réagir là-dessus ? Oui, au propos de M. Paget, si vous voulez, les turpitudes à l'intérieur de la majorité dite de gauche d'Alain Rousset regardent la majorité d'Alain Rousset. Bon, le président de région fait un choix très clair. Il cite d'ailleurs l'exemple de PACA où effectivement, factuellement, il a raison, il y a eu une amélioration de l'offre à destination des usagers avec la mise en concurrence. Aujourd'hui, le sujet, il est excessivement complexe et je pense que c'est très difficile de le résumer en une émission de 26 minutes. Il y a une convention qui va se renégocier de 2023 à 2027 sur la SNCF. Je pense que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que la SNCF, c'est une société qui sait faire rouler des trains depuis des décennies dans ce pays. En revanche, il est fort à parier que la situation de monopole qui a été la leur ces dernières années a fait en sorte que les choix de l'entreprise ont parfois été au détriment des usagers et qu'il y a eu une dégradation de l'offre dans certaines localités, particulièrement dans des localités dites un peu reculées, notamment les territoires du Limousin. Et donc je crois qu'il faut profiter de cette renégociation de la Convention dès 2023 pour avoir entre 2023 et 2027 une meilleure qualité de l'offre. Puis vous savez, après, c'est un système quasiment de marché public. Si la SNCF produit une offre de service hyper qualitative, plus qualitative que Keolis ou que Transdev, je ne vois pas pourquoi l'exécutif régional du moment, à savoir encore Alain Rousset en 2027, parce qu'il sera encore calendairement parlant aux manettes, ne choisirait pas la SNCF. Mais cette renégociation et ce couperet d'une mise en concurrence potentielle doit permettre à la SNCF, dont c'est le métier, de produire une offre de service adéquate pour les usagers et particulièrement pour les territoires comme les nôtres. Maintenant, encore une fois, il s'agit d'une ouverture à la concurrence qui est sous la pression des directives européennes. C'est une loi votée en 2019 sur pression des directives européennes et le président de région se confronte à la loi et se met en adéquation avec la loi. Après, il fait un choix politique par anticipation, c'est de le faire dès 2027. C'est vrai que pour un président socialiste, ça peut interpeller ses alliés. Il serait LR, ça choquerait sans doute beaucoup moins de monde. C'est le choix qu'il a fait, et je comprends le malaise qu'il peut y avoir dans l'exécutif régional, mais j'allais vous dire, c'est pas mon sujet. Christian Boucaré, la qualité justement des infrastructures, Monsieur Guérin l'a dit, en Limousin, elle est pas forcément très, très bien gérée et ça impacte justement les usagers. Oui, alors je reviendrai quand même parce que moi je vais rester factuel, moi je ne suis pas politique. Je rappellerai juste que l'ouverture à la concurrence à PACA, ça va commencer en juillet 2025, que Transdev a eu 10% du lot et 90% pour la SNCF. Des fois, il faut remettre la mairie ou l'église au milieu du village, c'est suivant. Voilà. Par ailleurs, M. Bergeron l'a dit, nous on discute avec la région et on a rappelé quelque chose à la SNCF qui va remettre en place sur Jassonex, sur Brive-Ussel et Pérol-sur-Vézère et sur Limoges-Ussel à l'arrêt de Corrèze et Montaignac-Saint-Hippolyte les arrêts à la demande. S'il y a quelque chose... C'est l'inverse. Pardon. Au niveau des lignes, c'est le contraire. Je peux me tromper. Je suis pas un garçon parfait. Et moi, c'est pas ma profession. Je suis pas professionnel. Je ne suis qu'un pauvre associatif. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a discuté, on a réactivé ces arrêts à la demande. Jusqu'à présent, c'était impossible pour la SNCF. Alors, est-ce que c'est l'aiguillon de l'ouverture à la concurrence, comme nous, on le vit de toute façon, et je vous l'ai dit précédemment, les transports urbains, qui a fait que la SNCF revient à des pratiques anciennes qui étaient au service des usagers? Parce que Jassonex, c'est quand même 3 voyageurs par jour. Pérol, c'est 1 voyageur par jour. Montaignac-Saint-Hippolyte, 3 voyageurs par jour. Et Corrèze, 12 voyageurs. C'est quand même, ça, c'est rendre du service à l'usager et ce n'est pas fermer de halte. Pour ce qui est du réseau,
Le réseau, il est pas ouvert à la concurrence. Donc ça, c'est le problème de l'État. Si l'État ne met pas de fric sur le réseau, c'est sûr que vous pouvez mettre le meilleur opérateur possible, vous n'arriverez à rien. Et justement, sur ces lignes où il y a peu de voyageurs, est-ce que ça vaut le coup de maintenir finalement ces dessertes? Est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer aussi peut-être par des bus, je ne sais pas, voire d'autres modes de transport? Parce que quand vous dites qu'il y a 3, 8 usagers sur certaines lignes, je ne sais pas, Thibault Bergeron. Quand je dis la SNCF avait supprimé ces arrêts, ça veut dire que quand même, entre Brive et Ussel et Limoges et Ussel, il devait y avoir quand même d'autres usagers, autres qu'à ces arrêts-là. Il ne faut pas voir... Oui, mais ça interroge tout de même, Thibault Bergeron. À la région, on aime le train. C'est un moyen de transport qui est décarboné, c'est un moyen de transport dont on a besoin. Donc on est vraiment favorable à son développement, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, moi je voudrais rappeler quand même qu'on a voté un protocole petite ligne qui nous amène à une rénovation des lignes TER à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Ce protocole-là, clairement, c'est la rénovation des petites lignes. Je rappellerai d'ailleurs que M. Pagès ne l'avait pas voté à l'époque. Et ce que je voudrais dire par là, c'est simplement que aujourd'hui, on ne peut pas dire que la région, alors que ce n'est pas dans sa compétence et qu'elle le fait hors budget, n'investit pas sur les petites lignes. Nous sommes aujourd'hui sur le Limousin, sur une revitalisation de la ligne entre Limoges et Poitiers, sur une revitalisation, un travail sur Limoges-Angoulême. On travaille aussi sur Limoges-Brive en passant par Saint-Thirier, donc avec des travaux en 2023. Donc on a une action. Le problème, il est plus au niveau de l'État, qui effectivement, et là on se rejoint, a abandonné ces petites lignes-là. On est obligé, nous, d'aller au-delà de nos compétences pour maintenir ces lignes vivantes. C'est vous dire à quel point on est attaché à à ce tissu important pour les mobilités. Jean-Luc Pagès, vous voulez réagir? Je vous rejoins en revanche sur le fait de l'abandon par l'État de ces lignes, les lignes qui irriguent le territoire. Mais pourquoi? Parce qu'il a favorisé de façon exclusive la LGV. Et ça renvoie d'ailleurs à la responsabilité de la région et de ses alliés, en quelque sorte, parce qu'on nous parle d'1 milliard pour tous les Néo-Aquitains, mais on a un projet de 14 milliards pour de la GPSO, de LGV, pour permettre aux Toulousains de gagner 20 minutes pour rejoindre Paris sans passer par Limoges, et pour quelques minutes pour les gens de Dax. Et là, c'est là que c'est grave. C'est qu'en fait, tout cet argent qui est investi dans une ligne qui est absolument inutile, eh ben, il pourra aller directement pour aider et remettre enfin sur pied notre réseau TER. Et là, je vous rejoins, il y a une urgence, parce que l'urgence, c'est pas du tout que les Toulousains gagnent 20 minutes. L'urgence, elle est écologique, elle est immédiate. Vous avez une zone ZFE dont vous parlez, c'est très bien, mais pour avoir une zone ZFE qui fonctionne, il faut avoir des trains, beaucoup de TER, et il faut mettre de l'argent dessus. Et si jamais on privilégie la LGV, 14 milliards, quand on voit que pour cette fameuse ligne dont on parlait, par exemple Brive, Saint-Thirier, Limoges, je crois que c'est 1 million qui manque. 1 million par rapport à 14 milliards, c'est 1400 fois. Vous vous rendez compte les rapports colossaux que ça représente? Je précise juste, en ZFE, c'est zone à faible émission. Zone à faible émission, tout à fait. Donc si on veut aller... On est dans une urgence écologique colossale. Et l'urgence écologique, elle veut dire qu'il faut absolument mettre tout le paquet sur ces lignes. Et là, je vous rejoins. Et je rejoins d'ailleurs le constat des usagers de la FNOT qui ont déclaré que la convention avec SNCF Réseau, qui s'appelle comité de concertation, a sous-dimensionné de façon éhontée le poids et l'apport de l'État pour ces lignes-là. Or, la transition écologique, elle passe pas par la LGV, qui est un outil de métropolisation, elle passe par les TER. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je sens que vous voulez réagir, M. Guérin. Oui, je voudrais répondre à M. Pagès. Je ne suis pas... J'ai du respect pour le président Rousset. Et je valide un certain nombre de décisions politiques qui sont les siennes, mais je ne suis pas son fils spirituel et encore moins son héritier politique. Il y a des choix qui n'auraient pas été les miens si nous avions été à la tête de la région. Par exemple, sur la Paris-Orléans-Clermont, la région a mis 42 millions d'euros, la région aura, sur fonds propres, a mis 42 millions d'euros pour l'électrification de la ligne Paris-Clermont. C'est un choix que le président Wauquiez a fait. Le président Rousset est très attendu par les Limougeaux sur la POLT. Et aujourd'hui, nous ne voyons rien venir. L'argument qui est le sien, c'est de dire nous interférons et nous agissons déjà dans les lignes de TER du quotidien, avec des résultats qui sont très loin d'être parfaits. Certains maires socialistes du département lui reprochent d'ailleurs de ne pas avoir été assez loin, notamment sur la ligne qui va entre
Limoges et Brive via Saint-Thirier. Il fait le choix d'un maillage très fin du territoire via les lignes TER, mais sur la POLT, nous attendons les financements de la région. Parce que si on attend uniquement des financements de l'État, cette ligne va encore perdre du temps dans son aménagement. Donc là, vous avez 2 présidents de région qui sont 2 personnalités politiques éminemment respectables, Wauquiez et Rousset d'un côté, qui n'ont pas fait les mêmes choix politiques. Moi, je vous le dis, si nous avions été à la tête de la région, il m'arrive, M. Pagès, d'être d'accord avec M. Rousset, mais sur la POLT, nous aurions mis de l'argent régional sur l'amélioration de ce tracé. Et pour une fois, nous aurions été sans doute d'accord. Ce qui n'est pas le choix politique d'Alain Rousset. Voilà, dont acte, c'est tout, c'est uniquement factuel. Il nous reste 2 minutes d'émission, Benoît Le Matelot. Vous vouliez réagir aussi? Si vous aviez été à la tête de la région, vous auriez remis le Bordeaux-Lyon par du train TER avec M. Wauquiez en vous mettant d'accord, puisque ça c'est quelque chose qui n'avance pas depuis des années alors qu'on le faisait avant. Là on se réunit tous, on met de l'argent sur ICOP, mais la SNCF peut le faire. Oui, mais je vous le dis quand même, et on a interpellé M. Rousset, mais M. Wauquiez est très bloquant sur ce point-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut nous aujourd'hui? On veut que la région re-signe une convention TER pour 10 ans avant 2023 pour prendre le temps, comme vous le dites, de négocier pendant 10 ans. Et des régions aujourd'hui l'ont fait, c'est le cas de la région Centre, et pas que, mais du coup c'est ça qu'on veut. Il faut revenir aussi sur la concurrence. L'ouverture à la concurrence du fret, elle a permis une chose, c'est diviser le transport de marchandises sur les rails par 2. Et pas que la SNCF, tout le transport de marchandises. Donc nous, l'ouverture à la concurrence, on est quand même très douteux sur les choses. Derrière, ça a permis aussi un désengagement de l'État sur les lignes de desserte fine, puisque le fret va principalement sur les lignes de desserte fine. Et du coup, c'est les régions qui reprennent le financement du réseau TER. Et nous, ça, on le dénonce. On pense que c'est à l'État de prendre l'aménagement du territoire, et quel que soit le volume qu'il y a dessus, puisque sinon, demain, on ferme les routes du Limousin, on coupe l'électricité en Limousin, parce que ça concerne très peu de personnes. Il faut tout mettre sur Bordeaux, et donc plus de postes, plus d'électricité, plus rien. Ça sert à rien d'alimenter le Limousin, on n'est pas assez nombreux. Il y a un moment, il faut être logique. Attendre jusqu'en 2033, il reste 20 Simplement, secondes, on a eu un ministre des Transports qui était de notre territoire il n'y a pas si longtemps. On n'a pas vu d'effet suffisant. L'État n'est pas au rendez-vous sur le POLT, l'État n'est pas au rendez-vous, et sur d'autres sujets de désenclavement, c'est le cas aussi. Et ensuite, vous parliez de Railcoop. Moi, je m'étonne un peu de voir que d'un côté, on peut soutenir M. Pagès, Railcoop, qui est une forme d'ouverture à la concurrence. Merci, et de l'autre, je suis désolée, on a plus de temps, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris part à ce débat. On va bien évidemment continuer à suivre ce dossier. Tout de suite, votre journal régional. Excellent dimanche.